cours, notre rêve a été réalisé. Je tiens à remercier ma chère professeure Mervat Aboulmarati, qui a rendu ce rêve une réalité, ce qu'elle fait toujours, cette pionnière de l'électrophysiologie en Égypte et en toute l'Afrique. Je tiens bien sûr à aussi remercier les autres organisateurs. Sœur Bonnet, merci beaucoup pour sa contribution. Professeur Abouzid de l'allergie. Oui, docteur Aoudia de Yazid Aoudia de l'Algérie, professeur Adoubi du Côte d'Ivoire et professeur Roland Goutea de Côte d'Ivoire. Franchement, c'était grand plaisir, grands efforts. Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont pris de leur effort, de leur temps pour nous présenter ce cours fondamental en rythmologie pour les francophones, pour optimiser, on va dire, la prise en charge de nos patients ayant des troubles de rythme en Afrique. Je tiens aussi à remercier, bien sûr, le soutien de la société européenne qui a été présenté pendant une des séances d'arythmie, celle de la fibrillation atriale, présentée par le professeur Fauchier. On a eu toute une présentation très intéressante sur la charge de l'FA. Et je pense que vous avez eu aussi une très belle révision l'autre fois sur les différents tracés, sur les différentes techniques pour l'ablation et la prise en charge. Aujourd'hui, on va reviser encore une fois la prise en charge de la fibrillation auriculaire pour compléter tous les vidéos sauvegardées de ce cours. Comme ça sera présent en ligne pour tout le monde pour reviser et reviser pour l'examen la semaine prochaine, qui sera en ligne toujours, qui sera de tous les différentes présentations qu'on a eues, les différents troubles, les différents tracés, comment prendre soin des patients pendant l'ablation et aussi pendant les différentes techniques diagnostiques non invasives. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, une révision sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire que vous déjà connaissez. J'ai pensé à commencer par une petite révision sur les dernières recommandations de l'association européenne qu'on suit ici en Égypte et je pense dans beaucoup de nos pays en Afrique. Comme nous l'a présenté professeur Fauchier, on voit là vraiment la charge dans tout le monde de l'AFA et l'arythmie cardiaque soutenue la plus courante chez les adultes, environ de la population générale. Et le problème, c'est qu'elle est associée à une morbidité et une mortalité importante, principalement liées aux événements emboliques et à l'insuffisance cardiaque, dont l'impact est important pour les patients, pour la santé sociale et l'économie de la santé. Et je partage, professeur Fauchier, sa demande de peut-être, dans les dernières années, il faut qu'on commence à réfléchir nos nombres ici en Afrique, puisque avec la modernisation, on voit qu'on a une prévalence peut-être beaucoup plus importante et plus élevée que celle enregistrée dans les derniers registres. Et on voit que c'est une maladie atriale qu'on trouve dans les différentes catégories de l'âge, plutôt avec l'augmentation ou avec les sujets plus âgés. Mais dans toutes les catégories, on voit qu'il y a une prévalence plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et malgré les recherches approfondies, les mécanismes restent incomplètement compris. L'AFA résulte des interactions entre des déclencheurs, et ça, on va le voir dans quelques diapos, surtout pour l'AFA paroxystique, et aussi des substrats responsables de sa perpétuation. Et cela est surtout important pour les formes de FA persistantes.
De plus, le remodelage ionique et anatomique, la prédisposition génétique et les contributeurs neurohormonaux rendent ces interactions plus complexes. Pour être fixé sur la classification, sur la nomenclature, bien sûr, vous le savez là que on peut la classifier entre FA de la première fois, c'est-à-dire quelle que soit la gravité des symptômes, la durée, c'était la première fois que le patient ait une FA documentée. Paroxystique qui se termine dans un delà de 7 jours, y compris spontané ou avec une intervention. Persistante, c'est-à-dire plus que 7 jours, ou long persistante ou de longue durée, plus que 12 mois. Et finalement, la permanente, qui est plutôt une attitude thérapeutique, c'est-à-dire quand le médecin et le patient sont fixés sur une stratégie de contrôle de fréquence plutôt n'est qu'un point de tout un algorithme présenté ou suggéré par l'Association européenne du rythme cardiaque pour la prise en charge complète et totale de l'arythmie en forme de FA, qui on peut la mettre sur là, c'est tout ici. Donc, c'est confirmer le diagnostic et sera par une dérivation, une douce dérivation, un ECG de 12 dérivations ou un long strip de ECG qui montre une FA qui persiste plus que 30 secondes. Et puis, on commence à caractériser cette FA avec les 4 S. Le premier S correspond au risque survenu d'AVC, ce qui est la complication la plus importante, bien sûr, de ce trouble de rythme. Et pour cela, on calcule à nos patients leur Schatzbach score ou le score qui va montrer le risque du survenu de l'AVC et donc l'importance d'introduction de traitement par anticoagulant. Le second S correspond à la sévérité des symptômes et pour cela, on a le score de l'ERA qui présente ou la présence ou l'absence de symptômes jusqu'à avoir des symptômes très sévères ou disabilitantes. Après, il y a la sévérité de la charge en FA, c'est-à-dire la durée, les symptômes pendant ces différents épisodes. Et finalement, la sévérité du substrat lui-même, c'est-à-dire les autres comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire, la cardiomyopathie artérielle évaluée par différentes méthodes d'imagerie. Après avoir caractérisé cette FA, donc on peut commencer notre traitement dédié selon ces caractères en forme de ABC. Donc A pour anticoagulation, très important comme on a dit, utiliser le score de risque de complications ou bien le Schatzbach pour les complications emboliques ou le Hasblad aussi pour voir le risque d'hémorragie. Ainsi que le B, et ce qui est très important pour nous rythmologues, c'est les symptômes, le contrôle de symptômes. Et comme on voit, notre traitement anti-arythmique ou surtout la stratégie de contrôle de rythme par médicament ou par ablation, c'est surtout pour améliorer la qualité de vie, améliorer les symptômes et contrôler ces symptômes. Et finalement, ne pas oublier, bien sûr, le C pour mieux contrôler, optimiser le contrôle des différents facteurs de risque cardiovasculaire, y compris l'obésité, l'hypertension, l'exercice, l'abus d'alcool, les cigarettes et ainsi. Voilà. Et comme on a dit, ce sont les symptômes qui, pour nous, est très important pour savoir quelle stratégie de rythme ou de fréquence, de contrôle de rythme ou de fréquence. Donc, présence de symptômes, s'ils ne sont pas liés à l'FA, donc voilà une stratégie de contrôle de fréquence. S'ils sont liés à l'FA, et on est bien sûr de cela, c'est un facteur favorisant une stratégie de contrôle de rythme, puisque le patient est ainsi symptomatique sur son FA.
Si c'est pas clair, donc c'est peut-être intéressant de donner un essai, de restaurer un rythme sinusal et voir et évaluer les symptômes. Et si c'est lié à l'EFA, s'ils sont améliorés avec la restauration du rythme sinusal, cela sera pris en considération comme un facteur favorisant le contrôle de rythme. Aussi, d'autres facteurs qui peuvent favoriser une stratégie de contrôle de rythme et donc de médicaments antiarythmiques et d'ablation. Un patient qui n'est pas très âgé, un patient qui a une cardiomyopathie bien sûr médiée par son FA ou la tachycardie, un patient qui a une histoire courte, on va dire, ou une maladie courte avec l'FA et donc un remodeling atrial qui est limité, évalué par des différentes modalités d'imagerie. Cela aussi, c'est un facteur favorisant pour une stratégie de contrôle de rythme. Si c'est difficile de contrôler la fréquence cardiaque, donc ça aussi, ça peut favoriser une stratégie de contrôle de rythme. Finalement, bien sûr, on prend en considération le choix du patient. Et comme on le voit, c'est une recommandation de 1A, de forte recommandation d'utiliser cette stratégie pour l'amélioration de la qualité de vie et contrôler les symptômes de ces patients. Et pour cela, comme on voit, ce sont les symptômes qui dirigent notre algorithme pour mettre la décision de contrôle de rythme. C'est en première intention, surtout chez les patients paroxystiques ou persistants qui ayant une insuffisance cardiaque, et cela on l'a vu avec le CASL-AF, on l'a vu avec le les résultats de la Cabana avec le sous-analyse des patients ayant une insuffisance cardiaque. Donc, c'est une forte recommandation pour ces patients, même en première intention ou comme un premier ligne de traitement. Et bien sûr, toujours en deuxième ligne de traitement pour tout patient, surtout les formes paroxystiques qui ont eu une difficulté de contrôler le rythme avec le traitement médical. Surtout que dans les dernières années et les derniers registres, le taux de complications, heureusement, est bas avec l'amélioration de la technologie, l'amélioration et l'expertise des opérateurs. Donc, on voit un taux diminué, surtout des complications qu'on va dire life-threatening ou mortelles. La perforation ou la lésion oesophagiale à moins de 0,5, tamponnade surtout à moins de 1% environ, 1%. Les complications sévères, la sténose des veines pulmonaires, surtout avec l'utilisation de l'isolation des veines pulmonaires ou le WACA, elle est basse à moins de 1%, lésion des nerfs phréniques, des complications vasculaires, tout ça avec un taux, on va dire, bas. Et c'est pour cela que on a une recommandation forte pour le PVI surtout, ou l'ablation et l'isolation des veines pulmonaires. Bien sûr, tous ces risques de la procédure, on doit les prendre en considération et c'est recommandé en classe 1B et on doit les discuter avec nos patients pour faire le choix. C'est intéressant de dire que si le patient a aussi un flotteur documenté, c'est intéressant de faire l'ablation de son flotteur ou l'isthme cévo-tricuspide pendant la procédure. OK, donc les hypothèses, le mécanisme de l'FA qui n'était pas clair. Depuis les années 40, on avait plein de suggestions, de mécanismes, d'hypothèses, jusqu'à l'année 94 avec le travail de Hessiger et son équipe qui a, on peut dire, révolutionné notre compréhension et notre connaissance comme rythmologue sur l'hypothèse ou le mécanisme de l'FA, quand il a montré, et ça c'est le travail original de Hessiger et son équipe, initiation spontanée de la fibrillation auriculaire par battement ectopique provenant des veines pulmonaires et a été publié en 98 dans le journal de New England.
Donc, on voit là, c'était simple, il a utilisé 2 cathéters, un dans les veines pulmonaires et un à l'entrée de la veine, on va dire près de la source et à la sortie de la veine. Et pendant une activité sinusale, marquée là, on a ce fameux signal aigu, sharp, qu'on appelle le potentiel des veines pulmonaires, qu'on voit, il est dissocié du rythme sinusal, mais avec d'une façon, vous pouvez déclencher, initier l'FA qui peut être perturbé en FA. Et aussi, il a montré, il l'a isolé dans 45%. La plupart de ces signaux étaient là le commencement de la procédure de l'FA, de l'ablation de l'FA en utilisant l'isolation des veines pulmonaires. Un autre point très important de notre compréhension, c'est la perturbation de la fibrillation auriculaire. Donc, elle a été déclenchée, mais surtout ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire avoir au moins 6 ondelettes réentrantes, des reentrant wavelets, qui doivent être simultanément présentes sur les 2 oreillettes pour permettre la perpétuation de la fibrillation auriculaire. Et on peut là noter ou mentionner ce mécanisme qu'on appelle les EF drivers, donc des différentes formes de ondelettes d'activité ou bien focales avec des branches autour des scars principales ou des faucilles multiples avec plusieurs branches principales et auxiliaires ou filles tout au long de l'OG surtout, ou des micro-entrées, réentrées, des ondelettes autour des parties de scar ou de fibrose, ou un mix entre les plusieurs formes. Et c'est par ces différents ondelettes et cette activité que l'AFA déclenchée par l'activité provenant des veines pulmonaires est perpétuée et persistante, surtout qu'on voit dans les formes persistantes de l'FA. Comme on l'a dit dès le premier cours, quand on a parlé de l'anatomie, comme je vous ai dit, toujours notre professeur Mervat Aboulmaati, il faut bien comprendre l'anatomie, la physiologie pour se bien repérer pendant la procédure, pour repérer votre anatomie pendant la procédure conventionnelle utilisant la fluoroscopie et même pour se repérer avec vos cathéters pendant une ablation en 3D utilisant une cartographie. Donc, notre porte vers les veines et vers l'OG, c'est ce septum interétrial. Et puisque l'OG est situé un peu postérieur et un peu supérieur par rapport à l'OD, on voit que ce septum est un peu incliné, un peu orienté obliquement, à peu près 65 degrés. Ce qu'on essaye de faire pour aller vers l'OG, c'est de passer à travers le foramen ovale de l'OD vers l'OG. Et c'est la partie la plus, on va dire, safe, en sécurité, par laquelle on peut dépasser et passer de la partie droite à gauche. Et cela, pour se repérer, ce fameux triangle, le triangle de Koch, est donc fait par le tendon de Todaro avec la partie ou le cuspe septal de la valve tricuspide, et de la base, on a le sinus coronarien, et au sommet de ce triangle, on a la position IS. Et comme on voit, cette position de IS, on voit, elle est un peu
en antérieur, donc notre foramen ovale par lequel on veut passer, il est situé postérieur, un peu inférieur à la position IS. Et comme on voit, ce foramen est protégé ou entouré, enveloppé de sa partie supérieure et sa partie postérieure par un tissu auriculaire. Et de l'autre côté, quand on passe, on voit qu'il y a une membrane ou protégée par une partie lisse, membraneuse du côté de l'auger. C'est très important de passer postérieur à cette position de IS, comme on va voir la technique de la ponction transeptale, puisqu'on veut passer par là en partie postérieure de ce foramen ovale en sécurité, puisque si on va en antérieur, près de cette position IS, on est à la monticule de l'aorte et on risque une lésion sérieuse vers l'aorte par notre cathéter, et donc, ou par surtout la ponction. Et donc, c'est par ça, par ce technique ou par la détermination de la position IS qu'on peut, d'une façon anatomique, utilisant la fluoroscopie, et aussi on peut se servir d'autres techniques pour passer d'une façon en sécurité. En passant de l'OD vers l'auger, on est dans l'auger, il faut comprendre l'anatomie de l'auger. Bien sûr, il est formé de 4 parties. On a la composante veineuse, c'est celle qu'on veut, c'est notre, on va dire, cible de cette procédure, avec qui reçoit le son des veines. On a une composante de la vestibule qui est tout autour de la valve mitrale. On a le corps et on a l'oreillette. Comme on voit, elle est toute lisse, cette chambre, sauf pour l'oreillette qui a ses trabiculies et qui risque aussi, comme on sait, la thrombose et l'origine des complications thromboemboliques. Entre l'auricule et entre les veines gauches, on a le ridge, cette crête qui parfois elle est épaisse, longue mais étroite, différentes anatomies, et il faut la bien repérer pendant la procédure puisqu'elle est arythmogénique et il faut compléter notre application de lésion à travers le ridge. Un autre point très important, c'est la variation marquée de l'anatomie des différentes veines. Donc, la norme, c'est d'avoir 2 veines des 2 côtés, droite et gauche, mais aussi, parfois, on a un tronc commun, surtout pour les veines pulmonaires gauches. On a une veine accessoire, on va dire, ou dans notre protocole, on fait toujours un scanner, un vénogramme en 3D. L'origine ou le problème, c'est que l'auger est connecté électriquement avec les veines pulmonaires par des manches de myocarde qui s'étendent de 1 à 3 de la source ou l'origine de l'activité ectopique ou des PVP. Les manches sont épaisses, surtout à la jonction véno-atriale, surtout dans les veines supérieures où la partie inférieure des veines supérieures et la partie supérieure des veines inférieures. Et c'est cet arrangement complexe des faisceaux de cardiomyocytes circulaires et longitudinales qui, on va dire, aide à la formation des différents circules ou ondelettes d'activité ectopique et de ondelettes de réorienter autour des différents escarres pour perturber et maintenir l'FA lors elle est déclenchée.
Un autre point intéressant et important sur l'anatomie, c'est qu'il faut comprendre bien les structures voisines importantes pour éviter les complications. Donc, comme on voit, par exemple, les complications, comme on a dit, de lésions des nerfs phréniques. Comme on voit le nerf phrénique droit et gauche qui passe en toute proximité des parois cardiaques, comme on voit ici en regardant du cœur, on voit que le nerf là, phrénique droit, il est à toute proximité surtout des veines pulmonaires droite supérieure à moins de 2 mm et à presque 7 mm des veines pulmonaires droite inférieures. Et donc, voilà, en faisant l'ablation à ces endroits, on risque de faire une lésion de ces nerfs et donc il faut faire attention ou bien de diminuer l'énergie ou le volt pendant une ablation si on ne peut pas éviter l'endroit où on est en train d'ablater, ou on évite si c'est évitable. De l'autre côté, à gauche, donc aussi on voit, comme on a vu ici, il passe tout à côté de la paroi cardiaque et de l'aspect latéral gauche du cœur. Et on a plusieurs trajets. On a le trajet antérieur qui est plus à la proximité de... On a le trajet latéral qui est plutôt à proximité de la circonflexe et de l'eau. Et c'est important pour nous, ethnologues, lors de la mise en place de la sonde d'un pacemaker CRT dans le sinus coronarien, et un trajet postero-inférieur qui passe tout à côté de l'AG. Et donc, il faut faire attention au moment de ablation à côté de l'oreillette gauche. Pour mettre en évidence qu'on est tout près des nerfs phréniques, bien sûr, il faut stimuler à haute amplitude. Et si on a une contraction du diaphragme, donc abdominale, là, vous connaissez ou vous déterminez que vous êtes tout près du nerf, vous risquez la lésion. Comme on a dit, si c'est évitable, il faut changer de position. Si c'est inévitable, il faut diminuer le volt ou la puissance de votre application ARF. Une autre structure très importante voisine, c'est l'œsophage. Donc là, on a des coupes sagittales et transversales du cœur et on voit l'œsophage qui est tout... donc c'est mobile. C'est intéressant d'utiliser une sonde de température dans l'œsophage, qu'on met pendant la procédure, pour voir une toute haute de température qui va vous alarmer qu'il y a plus d'énergie qui est transférée vers l'œsophage, vers la paroi, et il y a un risque de perforation, et donc éviter ou diminuer la puissance. Tout ça pour faire l'ablation circonférentielle étendue ou le Wide Area Circumferential Ablation, qui, à notre jour, la procédure avec les meilleurs résultats ou la procédure principale pour l'isolation des veines pulmonaires et donc pour l'ablation de l'FA et la restauration d'un rythme sinusal ou une stratégie de contrôle de rythme, c'est la procédure de déconnecter les veines pulmonaires, donc 2 à 2. Et comme ça, on évite donc une ligne pour les 2 veines pulmonaires droites et une ligne pour les 2 veines pulmonaires gauches. Et comme ça, on évite les sténoses au niveau des hosties des veines, ce qui est une complication à longue durée qu'on peut voir avec les autres techniques. Donc, on pense que cette technique a des meilleurs résultats en ciblant des sources de déclenchement, des trigger sources, et des conducteurs ostiaux, les ostial drivers, et aussi par d'énervation d'autonomie. Avec un taux de réussite relativement élevé, avec absence de récidive d'FA de 60 à presque 80% post-procédure, de 60 à 72% à 3 ans de suivi et de 53 à 68% à 5 ans de suivi.
Bien sûr, il y a d'autres techniques qu'on peut additionner à cette procédure en cas surtout de récidive ou de FA persistante ou de remodelage atrial important, l'ablation des cafés ou des complexes fractionnés atrial ou en anglais complexe fractionated atrial electrogram, de petits signaux fractionnés de très grande fréquence ou vitesse, et donc cibler ces différents signaux pour éliminer surtout les formes persistantes de FA. Une autre technique, c'est les techniques d'ablation linéaire où, par exemple, the Louvre line, la ligne de connecter les deux lignes de l'isolation de la veine pulmonaire au niveau de la toit de l'OG, ou la ligne de l'isthme mitral, faire une ligne entre la veine pulmonaire gauche, l'annulus de la valve mitrale, la lésion box ou boîte, des différentes lignes supplémentaires, additionnelles, on va dire, pour essayer de diminuer la charge de l'FA et diminuer la possibilité et la puissance de cette FA à se perturber ou de se maintenir, surtout dans les formes de l'FA persistante. Et aussi, bien sûr, la manœuvre de cartographie et ablation du rotor. De dire que malgré ces différentes techniques un peu plus avancées, un peu plus complexes, il reste que l'isolation de la veine pulmonaire circonférentielle, la pierre angulaire du traitement de l'FA, quelle que soit la forme de l'FA, paroxystique ou persistante, et quelle que soit la durée de l'FA. Aucune autre stratégie n'a systématiquement démontré sa supériorité par rapport à l'isolation des veines pulmonaires circonférentielles dans la prévention des récidives à long terme des arythmies auriculaires. Et il est à noter que le taux de réussite sont plus élevés après plusieurs procédures. Bon, donc, c'est une procédure intéressante, une procédure recommandée par les sociétés savantes avec un taux de réussite haut, on va dire, relativement, et un taux surtout de complications bas. On l'a faire step by step ou pas à pas. Donc, préparation, bien sûr, pré-procédurelle. Donc, être sûr que l'oreillette gauche de thrombus. Et ça, comme je vous ai dit, notre centre et notre, on va dire, école avec professeur Melvad de toujours injecter. Et c'est ce qu'on fait dans plusieurs centres, je suis sûr, pour avoir une idée sur l'anatomie et comme ça peut aider et guider la préparation d'une cartographie 3D. Préparation pendant la procédure, bien sûr, vous devez avoir votre salle de logis, avoir de la fluoroscopie, avoir une machine 3D, une machine d'anesthésie générale pour bien sédater ou bien anesthésier le patient, pour faire notre cartographie 3D sans mouvement, son map shift. Anticoagulation appropriée avant la procédure et pendant la procédure à l'aide d'injections héparinées et de contrôle de TCA à chaque 30 minutes pour rendre un TCA à 300 jusqu'à 400-450 secondes. Comme on a dit, on a besoin de passer de l'OD vers l'OG et donc une ponction ou transseptale. Donc, à l'aide de notre équipement, c'est une transseptal needle ou ponction transseptale à l'aide d'une aiguille broken burr.
La technique, donc, toujours comme on a dit dans les autres cours, on a besoin pour bien connaître l'anatomie et traduire la fluoroscopie en 3D, avoir deux projections perpendiculaires, donc en RAO, en LAO. En RAO, on a la coupe sagittale, on va dire, du cœur, et on peut voir la relation de notre aiguille avec la position IS. Et comme on a dit, on veut aller en postérieur de cette position pour être sûr qu'on est loin de l'aorte et on peut passer à travers le foramen ovale à une position presque au milieu entre la paroi postérieure de l'OD et entre la position du cathéter mis dans le sinus coronarien. Donc, cette position, un peu au milieu entre le IS et le cathéter du sinus coronarien, on va faire notre ponction. Pour injecter à travers de l'aiguille un produit de contraste pour être sûr qu'on est bien sur le vrai septum, qu'on est bien notre aiguille, la colonne vertébrale et qu'on voit ce produit de contraste sur le septum. Et là, on peut pousser notre aiguille pour dépasser de l'autre côté. On fait attention à ne pas pousser trop fort, trop loin vers le toit de l'OD et c'est une partie bien fragile. Il faut passer à travers l'aiguille. Nous, on a adopté avec professeur Mervat une technique, on va dire c'est notre technique en utilisant l'appareil de cautérisation qu'on applique dès que l'aiguille est sur le septum et on est sûr qu'on est sur le septum, ça nous aide à dépasser sans faire beaucoup d'efforts ou beaucoup de pouces ou éviter aller plus loin et perforer. Après, on dépasse et on fait passer notre dans l'un des veines pulmonaires gauche et là, on peut pousser notre gaine transseptale et bien sûr enlever notre aiguille pour faire passer les différentes cathéters ou sondes. Par contre, quelques sondes utilisent la même ponction pour faire passer les deux gaines. Nous, on fait deux ponctions toujours transseptales pour mieux manipuler les différents cathéters. Vous pouvez bien sûr se servir d'autres technologies comme l'ETO, bien sûr, ou le ultrasound intracardiaque. Donc, pour mieux visualiser le septum interatrial et faire la ponction en visualisant le septum, mais si c'est une question si c'est available quoi, ou c'est disponible, c'est intéressant de l'utiliser. Aussi, si c'est disponible, on peut l'utiliser pour mieux mettre nos... Bien sûr, on peut voir si l'oreillette gauche elle est libre de tout thrombus et aussi on peut optimiser la position de nos cathéters et éviter l'ostium des différentes veines. Donc, c'est bien sûr utile. Mais comme je vous ai dit, c'est une question d'expertise et de disponibilité. Nous, on utilise plutôt la position IS et la fluoroscopie pour faire les ponctions transseptales. Bon, dès qu'on a dépassé ou on est allé vers l'OG, on a nos cathéters d'ablation et notre cathéter lasso pour faire notre cartographie en 3D. On se sert, comme je vous ai dit, du scanner injecté des veines pulmonaires pour aussi avoir une idée de l'anatomie.
On peut faire bien sûr la carte anatomique, c'est très important. Et parfois, on fait une cartographie de voltage, surtout chez les patients ayant un remodelage important atrial ou les patients de forme persistante ou les patients à qui on pense qu'il y a vous avez votre carte en 3D, vous avez vos cathéters en place, application d'énergie tout autour de votre ligne de Waka ou de IVP circonférentiel. Et comme on voit, on a dès que vous mettez votre lasso dans la veine pulmonaire, on a cette activité, ce signal charge. Si on veut le bien différencier de l'activité de champ loin ou de far field atrial activity, on fait une simulation ou un pacing à travers le de faire disparaître pour bien isoler notre veine. Donc, dès que vous appliquez l'énergie, votre RF tout autour de la ligne, on voit que plus en plus, on a ce retard entre les deux signaux, l'activité atriale de champ lointain et le PVP. Ça augmente plus jusqu'à une toute disparition de ce PVP. Et donc, un bloc complet de cette veine et ainsi de suite des 4 veines jusqu'à une isolation totale circonférentielle des veines pulmonaires. Donc là, comme on voit, PVP présent, PVP absent et totalement disparu. Pareil ici, PVP, on le voit bien, un retard, un délai qui se engendre avec plus d'application de vos LEF jusqu'à une disparition complète tout au long des différentes dérivations de votre sonde lasso. On applique une énergie entre 35, 40, 45 parfois watts. On diminue cette énergie surtout dans la paroi postérieure, sur le roof et sur la toit de loger et sur la partie postérieure à proximité de l'œsophage et dans les parois très fines de la logée. Une irrigation externe avec un flot de 30 millilitres par minute et on cible un index d'ablation de 550 à 450. Cet index, il est sorti par votre machine, calculé par différentes machines et selon la machine que vous utilisez, selon le contact, l'application, le temps, le watt, et donc avoir un index sur la procédure. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits avec une corrélation entre cet index et la réussite et le taux de récidive de la procédure. Dès que vous avez finalisé votre travail, il faut confirmer une bonne isolation des veines. Et donc, on a une isolation, donc pas de sortie hors de la veine, ni une entrée vers la veine. Donc, un bloc d'entrée, c'est-à-dire avoir le PVP et d'un coup avoir un délai jusqu'à toute une confirmation qu'on n'a plus une disparition complète sur toutes les dérivations de ce PVP. Pareil, de l'autre côté, si on va avec si on essaye de stimuler de veines par notre lasso de capture au niveau de l'OD. Pas d'activité sur l'OD
par notre simulation de l'intérieur de la veine. Donc, il y a un bloc de sortie qui a confirmé la procédure. Voilà, ça c'est la technique par RF. Il y a toujours l'autre technique en utilisant la cryo. On utilise moins et dans le centre en Égypte. Intéressant sur le niveau du temps investi pendant la procédure, c'est sûr. Intéressant sur le taux de sécurité de lésion, parce que c'est, comme vous le savez, à différents niveaux de refroidissement un peu réversible et irréversible. Par contre, sur le taux de récidive, pareil, mais surtout dans les techniques ou dans les procédures de récidive où vous voulez aller dans quelques points et refaire l'isolation circonférentielle, ou si vous voulez aller plus loin avec la procédure, avec les cafés, avec les lignes, c'est toujours avec le RF. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était bien clair. Toute une révision rapide sur la technique. Je remercie tout le monde, je remercie pour sa contribution pendant la séance et pendant la préparation et on est à votre disposition pour toute question, si jamais. Merci. Merci beaucoup, Hani. L'explication de l'AFI est très, très, très bien. Wafa Aboujidid est maintenant en ligne avec nous. Wafa. Bonjour. Bonjour, Wafa. Hani, make her host, please. Shukran, Hani. Thank you very much, Hani. This was very good of you. Taban, we repeated this course because of the problem of recording last time, and we wanted the course to be all recorded so that all the attendees can